J'espère que ça va vous plaire parce que j'ai quand même repassé ma chemise pour ça. On voit... Ah putain, on voit le micro. Ok. Et salut bande de soignants, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première véritable vidéo, la profession infirmière et son histoire. On va pas tergiverser, on va commencer tout de suite la vidéo avec la première partie qui concernera la préhistoire. Donc en fait, ce qu'il faut savoir avec la préhistoire, c'est que les soins existaient déjà, mais dans un but évident de survie. Donc du coup, c'était vraiment le pratico-pratique, la traumatologie, on savait réduire des fractures, on savait faire une attelle, il y a même des traces de craniotomie. Donc du coup, on peut voir qu'il y avait quand même un petit sens médicinal, chirurgical. On connaissait vraiment quelques plantes médicinales de base pour régler les symptômes, quoi. On se contentait plus, comme avant, d'abandonner les personnes qui étaient plus lentes, comme ça se faisait en suivant le fonctionnement du règne animal, en fait, finalement. Et du coup, c'est intéressant, parce qu'on se rend compte que le concept d'humanité est arrivé un peu avec le concept du prendre soin, quoi. N'importe quoi, le mec. Et donc, avec l'arrivée du Moyen-Âge, finalement, les choses vont se compliquer parce que, comme dans beaucoup de domaines, il y a eu une espèce de voile noir qu'on appelle l'obscurantisme qui a vraiment freiné les avancées médicales, la recherche scientifique. Et en fait, ça venait surtout de la religion qui était omniprésente. Et du coup, la maladie était considérée comme une punition divine, et donc du coup, il n'y avait pas à se soigner, c'était soit on y restait, soit on survivait, quoi. À cette époque-là, la mortalité infantile était très très élevée, il n'y avait pas vraiment de bonnes pratiques d'hygiène, c'était vraiment pas la bonne époque pour vivre, parce qu'il y avait toutes les raisons de mourir avant 30 ans, les guerres, la peste, les grandes épidémies... Ça va, on a compris. Mais on notera quand même que certains ordres religieux, dont l'ordre des hospitaliers, ont créé des espèces de foyers. Donc pour les hospitaliers, c'était les hôpitaux. Et en fait, c'était hôpitaux vraiment au sens qu'on donnait à l'époque, c'est-à-dire vraiment plutôt un foyer pour les indigents. Du coup, dans ces maisons-là, on servait plus on faisait plus la charité que vraiment soigner les gens. Il y avait aussi ce qu'on appelait les léproseries, mises à distance des villes pour éviter de contaminer les autres personnes. Et du coup, dans ces maisons-là, il fallait bien des personnes pour s'occuper de ces gens-là. Donc, ce qu'on pourrait voir comme vraiment les ancêtres des infirmières. Et ces personnes, il y avait vraiment deux types de profils, on va dire. Il y avait les bonnes sœurs, qui faisaient ça sous forme un peu de pénitence, quoi, parce que c'était vraiment la punition. Donc, ils faisaient ça un peu comme par vœu de pénitence. Et il y avait donc les femmes qui n'avaient pas d'autre choix, donc c'est-à-dire c'était très souvent des femmes qui étaient alcooliques, des anciennes prostituées. Alors est-ce qu'on pourrait dire que notre profession se situe entre la pute et la bonne sœur? Je vous laisse juger, hein, en tout cas, à chacun de trouver sa place. J'ai dit pute! Et pour parachever ce tableau, on pourrait aussi dire que donc, ces femmes-là n'avaient aucune formation, faisaient souvent ce métier en désespoir de cause, donc très mal, et c'était clairement pas l'âge d'or de l'infirmière, quoi. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Et c'est à la Renaissance que les choses vont évoluer un petit peu, puisque comme pour le reste du monde scientifique, la soif de découverte, la remise en marche des recherches vont permettre un peu aux choses d'évoluer. Et en fait, le problème qui se posera, c'est que les scientifiques et les médecins notamment vont se heurter au problème des religieuses qui refusent d'en apprendre plus, qui restent campées sur leur position et qui ont vraiment une attitude rétrograde face à l'avancée de la médecine. C'est contre nature. Hein. Il y a de plus en plus, une part de plus en plus importante de personnes laïques qui exercent le métier de garde-malade, on va dire, parce qu'il n'y avait pas vraiment la notion d'infirmière à l'époque. Pour le moment, ces personnes, elles sont vraiment formées, on va dire, sur le tas. Il n'y a pas vraiment de vraie formation ou d'école de garde-malade.
Mais les choses évoluent un petit peu, on peut même noter en 1633 Saint-Vincent de Paul qui ouvre la première, on pourrait dire, école d'infirmières, où on commence à parler des besoins de la personne, c'est la première fois que ça apparaît, et puis du coup il y a un semblant de formation. En surfant sur la vague de la Révolution, l'hôpital laïque est créé, ce qui va changer aussi beaucoup les choses. On reste quand même encore malheureusement sur des lacunes en termes d'hygiène et de connaissances évidentes, mais au moins les choses évoluent toujours dans le bon sens. Bon, du coup, avec toutes ces choses-là, on brille pas vraiment pour l'instant, et ça va durer encore un petit moment, mais il y a une personne qui va réussir à faire changer un petit peu les choses et faire entendre la voix des infirmières, et qui va vraiment faire de ce métier ce qu'il en est aujourd'hui. Et du coup, on va vous la présenter dès maintenant. Donc pour vous planter le décor, on est au début du 19e siècle, et la profession infirmière s'apprête à basculer. Et c'est grâce au destin unique d'une personne qui s'appelait Florence Nightingale. Née le 18 mai 1820 à Florence, Florence Nightingale est issue de la haute société britannique. Elle bénéficiera de l'éducation de ses parents qui lui apprendront l'histoire, la philosophie et de nombreuses langues. Élevée dans la foi de l'Église unitarienne, elle est sensibilisée aux problèmes sociaux, à la nécessité d'aider son prochain, ses parents organisant même les soins médicaux dans leur région. Durant sa jeunesse, elle prend soin de ses proches pendant plus d'un mois au cours d'une épidémie de grippe, et au cours du mois de février 1837, elle déclare dans son journal que Dieu l'a appelée à se mettre au service des autres. C'est le moment de la confrontation avec ses parents, car une jeune fille de la haute société ne peut pas devenir infirmière. Elle se bat donc pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'ils acceptent, et part finalement se former pendant 3 mois en Allemagne. Après s'être occupée d'un dispensaire pour femmes, sans rémunération, arrive alors en 1854 la guerre de Crimée, qui opposera la Russie à l'Empire ottoman, soutenue par la France, le Royaume-Uni et la Sardaigne. Florence Nightingale parvient à faire monter une mission de 38 infirmières, et à leur arrivée dans l'hôpital britannique de fortune, elle est tout de suite choquée par la saleté de celui-ci. En effet, les soldats mouraient non seulement de leur traumatisme, mais également de la dysenterie, des gangrènes ou d'autres joyeusetés de ce genre. Elle remarque également que les hôpitaux français, plus propres et mieux organisés, ont un taux de survie plus élevé. Elle procède donc avec ses collègues à un nettoyage complet de l'hôpital, fait réparer l'évacuation d'eau qui stagnait, et fait installer un système de ventilation. Ceci fait, elle œuvre sans relâche pour soigner les blessés, inventant par la même occasion la permanence des soins avec ses collègues, soignant jour et nuit, d'où son surnom de Dame à la lampe. La guerre se termine en 1856 et c'est une héroïne qui rentre en Grande-Bretagne. Commence alors pour elle une nouvelle vie. En restant chez elle la plupart du temps et en correspondant, elle contribuera à la littérature paramédicale en utilisant les statistiques. Elle écrit également le célèbre manuel Notes on Nursing qui servira de base pour les formations infirmières qui sont de plus en plus complètes. Elle monte également sa propre école, toujours en activité. Elle sera la première femme décorée de l'Ordre du Mérite et agira comme consultante lors de la guerre de Sécession. Atteinte de fibromyalgie, sa fatigue chronique l'oblige à une fin de vie recluse, ponctuée par d'innombrables échanges écrits. Le 13 août 1910, elle décède à Londres, laissant derrière elle un héritage de plus de 200 livres et monographies. Mais pas seulement. Une médaille porte son nom, délivrée aux soignants qui s'illustrent. Un musée à Londres retraçant sa vie et son œuvre. Un monument également à Londres. Des écoles, des cliniques et des promotions sont nommées d'après elle. Des films, dont le dernier date de 2008. Des biographies, des jouets, etc. Ouh, le beau portrait qu'on vous a offert là, on était obligé d'en passer par là. Il y a la médecine à Hippocrate, le foot à Zidane, et nous, on a Florence. Donc c'était vraiment la pierre angulaire du métier d'infirmier comme il l'est aujourd'hui. On peut voir encore de nos jours son héritage. Donc son héritage, il passe par elle, mais il passe pas uniquement par elle. Il y a aussi beaucoup d'autres figures qui ont marqué cette profession. On peut par exemple citer Léonie Chaptal, qui était du coup infirmière, qui était également philosophe, écrivaine, journaliste, qui a vraiment fait de la promotion à la santé son combat et qui voulait vraiment faire reconnaître le droit pour les infirmières d'exister, d'être des vrais professionnels, formés et reconnus.
On peut citer évidemment Virginia Anderson aussi, qui a rempli nos démarches de soins, les IFSI et nos crânes de ces 14 besoins fondamentaux qu'on pourrait tous citer par cœur. Sœur Emmanuelle. Il y avait l'actrice Sarah Bernhardt également, qui était, avant d'être une grande actrice, une infirmière qui s'est vraiment illustrée. Aujourd'hui, il y a moi. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis en description une petite frise chronologique avec juste 2-3 repères. C'est pas les repères les plus connus, on va dire, mais c'est quelques petits repères sur l'évolution du statut d'infirmier que je trouvais assez intéressant, donc vous pourrez regarder ça. Et donc finalement, c'est vraiment ces dernières décennies que la profession infirmière a évolué au point de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on pourrait vraiment dire de métier. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que souvent, ce sont des femmes qui se sont battues seules, qui ont souvent dû s'imposer face à des règles qui étaient établies et qui ont vraiment œuvré pour réussir à faire reconnaître ce métier et toute sa technicité, toute sa beauté. Donc c'est intéressant de voir qu'avec le même diplôme, on peut exercer des métiers complètement différents. Une infirmière scolaire n'aura pas le même métier qu'un infirmier carcéral, ni qu'une infirmière d'orthopédie, ni qu'une infirmière qui a décidé d'ouvrir une crèche, ou qu'un formateur, bref. Vous avez compris le système. On peut voir aussi dernièrement le diplôme d'infirmier de pratique avancée qui commence à voir le jour et qui est très prometteur. Et donc, avec toutes ces évolutions récentes, on peut se demander, au final, comment sera l'infirmier ou l'infirmière de demain. Ah, l'infirmier du futur. Avec son pistolet à perfuser dans une main, son lecteur de biologie sanguine dans l'autre, je me téléporterai d'un patient à l'autre et j'appellerai le médecin par télépathie en cas de problème. Les médicaments seront livrés en drone et... restons focus. Tout ce qui est à peu près sûr, c'est que par la logique du glissement de tâches qui s'est établi depuis maintenant quelques années, on va être amené à prendre de plus en plus de responsabilités, de réaliser de plus en plus d'actes. Une chose est sûre, c'est qu'on a quand même une place très importante dans la société, et ça a été prouvé dernièrement par le contexte sanitaire. Et donc, putain, j'ai dit contexte sanitaire. Oh là là, putain. Une chose est sûre, c'est que désormais, l'infirmière aura toujours une place très importante dans la société, grâce justement à toutes ces femmes qui se sont battues, à nous finalement, qui nous battons encore tous les jours. Et comme je dis moi souvent à mes patients, quand ils sont étonnés du fait qu'on passe les jours fériés ou les dimanches, je leur dis que même sans eau, sans électricité et avec une catastrophe nucléaire, il y aura toujours un infirmier ou une infirmière pour lui faire sa piqûre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, je me suis beaucoup amusé à la faire, encore une fois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour m'aider à progresser, à faire un contenu qui vous plaise. J'attends vos retours pour pouvoir du coup commencer à travailler sur la prochaine vidéo. En attendant, martelez les j'aime, faites des commentaires, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, c'est super important pour que la communauté existe. Et puis, prenez soin de vous. On va faire un portrait sur cette personne. C'est une merde ce que je dis. À se demander, donc, quel est l'avenir qui nous attend. Quel est l'avenir qui nous attend, c'est un peu pléonasme. Et donc, avec toutes ces évolutions récentes, on peut se demander, qu'est-ce qui nous attend finalement? Non, c'est encore pire. Je leur dis que même sans eau, sans électricité, avec une catastrophe...